Aujourd'hui, on va parler du silicium, donc du matériau qui est le plus important aujourd'hui dans le domaine du photovoltaïque. Et j'ai le plaisir d'avoir comme co-enseignant aujourd'hui Étienne Drahi, qui est chercheur et responsable de projet chez Total et qui était aussi à l'Institut, qui est toujours d'ailleurs à l'Institut photovoltaïque Île-de-France. Et on s'est connus tout particulièrement quand j'étais à la direction scientifique. Et Étienne s'occupait du grand programme silicium de l'IPVF. Donc vous avez vraiment... on a tous la chance d'avoir vraiment quelqu'un d'hyper spécialiste dans ce domaine. Donc Étienne, merci, merci de ta présence. Il est là-bas en bas. Voilà. Bien, donc aujourd'hui, l'intitulé, la dernière fois, je vous avais parlé de la renaissance des diagrammes de bande, en faisant un petit peu de physique avec les mains, surtout avec les mains d'ailleurs. Et puis, vous aviez eu aussi le cours de Jean-François Guillemol, qui était beaucoup plus rentré dans la théorie. Et j'ai bien aimé son analogie avec la photopile solaire, c'est-à-dire qu'en fait, une cellule solaire, c'est aussi une photopile. Et donc, il avait expliqué qu'il y avait finalement, on chargeait la bande de conduction avec les électrons et on faisait des trous. C'est un peu ce qui se passe quand on a une batterie lithium-ion ou des batteries classiques, c'est-à-dire il y a deux niveaux d'énergie. Et là, on charge avec le soleil, avec la lumière, plutôt que charger avec un chargeur électrique. La lumière peut d'ailleurs servir à charger les batteries. Néanmoins, ce qui est très intéressant dans cette analogie, le fait qu'il a insisté plusieurs fois sur la notion de potentiel chimique, il a vraiment fait appel au lien entre la physique et la chimie dans ces domaines. J'ai réfléchi un peu, je me suis dit, après tout, que se passe-t-il sur le fond ? Si on suppose qu'on a un matériau ionique, prenez par exemple du ZNO, l'oxyde de zinc, qui est assez ionique, c'est-à-dire que le zinc est sous forme Zn2+, et l'oxygène est sous forme d'anion O2-, donc ça fait un composé ionique. Le GAS, c'est pareil, arsénure de gallium, c'est 3+, et 3-. Que se passe-t-il quand on illumine ce produit finalement de réaction, qui est le GAS ? Eh bien, quelque part, sans rentrer en chimie du solide, de façon toute simple, où sont les électrons ? Où y sont les électrons ? Sur quoi ? Sur l'arsenic ou sur l'oxygène, puisque c'est l'élément le plus... Donc à l'équilibre, les électrons vont autour de cet élément-là. Quand vous éclairez, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites sauter l'électron du niveau où il est, donc en gros à côté de son anion, et vous le faites monter. Qu'est-ce que vous faites ? Vous l'amenez dans la bande de conduction. Donc dans ce cas-là, vous remplissez le GA, c'est-à-dire vous rendez les électrons de l'AS3-, ça devient AS avec un trou, et de l'autre côté, ça devient un GA qui commence à avoir des électrons. Finalement, l'analogie va beaucoup plus loin, et pour un chimiste comme moi aujourd'hui, électrochimiste, cette analogie est très intéressante parce qu'elle montre que finalement, si on éclairait de façon ultime, et il faudrait y aller, j'ai fait les calculs, c'est un peu long, si on éclairait de façon ultime ce matériau, on referait du Ga et du As au degré 0, isolé. Donc on a bien, j'ai beaucoup aimé le passage de Jean-François sur cette partie-là pour montrer qu'en fait on pouvait aussi aller plus loin dans ce lien entre la physique du solide et la chimie du solide, et en particulier la réaction sur laquelle on travaille, c'est la lumière va donner Ga plus As qui vont redonner de l'électricité comme une batterie pour faire du GAS plus électricité dans le circuit extérieur. Voilà, c'était un peu cette digression que je voulais faire pour faire le passage avec le cours de la semaine dernière. Donc j'y vais. Parce que alors, je voudrais remercier Antoine Boubeau du BRGM. Vous verrez, beaucoup de choses viennent du Bureau de recherche géologique et minière. Et puis Étienne, bien sûr, parce qu'il m'a bien aidé sur certains aspects. Je ne suis pas complètement spécialiste du silicium. Alors, vous avez dû vous apercevoir depuis le début de mes cours, je porte une passion particulière au fameux diagramme de Mendeleïev. Et puis maintenant, il y a des choses qui sont très intéressantes. Là, c'est par exemple un diagramme qui est fait à l'élémentarium. Donc, c'est une initiative commune, France Chimie, Grâce à la chimie, Année de la chimie, la Société chimique de France. Et là, vous pouvez cliquer sur les éléments. Et là, tout sort. Et de but en but, vous allez un peu tout découvrir autour de cet élément. Et ce que je trouve intéressant, quand même, qui est assez symbolique, c'est que pour le silicium, vous voyez ce qui est représenté ? Un panneau solaire. Donc, ça montre quand même une sorte d'évolution assez intéressante sur la perception que le silicium, c'est plus une diode, c'est pas forcément l'électronique ou le verre, et c'est maintenant un panneau solaire. La deuxième chose, quand on travaille sur la ressource, on l'a dit, et je crois que, comment il s'appelle ? Philippe Blanc en avait parlé un peu, il faut toujours analyser la ressource et commencer où sont les objets, les choses, quelles conditions, comment je peux l'étudier. C'est ce qu'on fait pour l'énergie solaire, en disant qu'il y en a beaucoup.
Là, maintenant, si on regarde pour le silicium, ben on fait pareil. On regarde l'abondance du silicium dans la croûte terrestre. Alors là, il y a aussi énormément de travaux et de tables qui sont faites. Et puis, notamment, vous voyez apparaître, alors je vais diriger avec le pointeur, vous voyez apparaître ici des classes d'éléments. Et le rapport, c'est en fait 1 sur le silicium. C'est-à-dire que le silicium, il sert même de référence. Donc, le silicium, on a... quand c'est 1, ici, c'est 10 puissance, voilà, c'est là, c'est 1, voilà, ici. Et en fait, vous voyez que le silicium est le deuxième élément de la croûte terrestre, fait partie de ce qu'on appelle des éléments majeurs de Rock Forming Elements, c'est les éléments qui construisent la lithosphère à plus de 99%. Et vous voyez que le silicium est là, vous retrouvez l'aluminium, le sodium, l'oxygène, le magnésium, le calcium, le potassium, donc le fer, le titane, etc. Et quand vous descendez, vous avez des tas d'éléments dont certains sont extrêmement importants du point de vue technologique, l'étain, vous avez aussi l'argent, vous avez bien sûr le platine, le ruthénium, l'indium, etc., qui feront l'objet peut-être d'une présentation quand on abordera ces matériaux pour le photovoltaïque. Là, je sauterai de l'autre côté du cheval et je passerai sur un élément qui n'est pas abondant, comment on traite ça. Donc, point important, il est fait 25,7% en masse de la croûte terrestre après l'oxygène. Et puis, il est principalement sous la forme de silice et de ses dérivés. Alors, la silice, c'est l'oxyde de silicium, dans lequel le silicium est au degré d'oxydation 4+. Souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le O2- et le ZNO ou le GAS. Ensuite, on le trouve de façon très importante, en 12% en masse, sous forme de quartz, de sable. Il y a les silicates, où on va mélanger des oxydes de silicium avec des oxydes d'aluminium, de fer, de manganèse. Il y aura aussi du potassium, du sodium, des silicates. Et puis, il y a une silice biologique, et je reparlerai un petit peu avec les diatomées, qui sont des organismes du phytoplancton et des végétaux. Donc finalement, un peu comme l'énergie solaire, je le mets entre parenthèses néanmoins, parce que bon, même ressource abondante, il faut faire attention comment on l'utilise, ça c'est une règle d'or. La ressource est quasiment illimitée en silicium. Donc deuxième point positif, j'ai de l'énergie et j'ai un élément dont la ressource peut être considérée comme étant quasiment sous nos pieds. Et puis finalement, si on regarde un peu les sources de silicium, qu'est-ce qu'on a ? On a du plus beau, si on veut, ou du plus pur, c'est le quartz, c'est le quartz, très beaux cristaux de quartz. Il y a l'améthyste, il y a toute la bijouterie, enfin tous les cristaux qui sont basés sur du quartz qui est teinté avec du titane, avec etc., du fer. Et puis, je voudrais aussi vous souligner qu'alors regardez cette belle transparence, c'est que ce quartz, il vient de la mine de la Gardette, à côté du Bourdoisan. Donc c'est l'occasion de dire bonjour aux gens de Bourdoisan. Ils ont de la très belle silice répertoriée dans les muséums et sur Wikipédia. La deuxième chose, c'est aussi extraordinaire, parce qu'il faut quand même aller chercher. Si c'est le deuxième élément de la croûte terrestre, quelque part, il faut bien qu'il y ait des endroits où il soit encore plus abondant. Ben, c'est où ? C'est le sable du désert. Et là, vous avez la grande mer de sable en Égypte, 72 000 km², qui est ce qu'on appelle du sable siliceux. Et donc voilà la deuxième source qu'on peut utiliser. On peut utiliser celle-là, on peut utiliser celle-là. Et puis il y en a une autre qui finalement est très importante également, c'est les diatomées. Et les diatomées, c'est des organismes de quelques microns d'épaisseur, c'est des microalgues, c'est du vivant en tout cas, et qui ont la chance de faire du silicium. Ils font de la silice par processus biologique. Et donc en fait, ils sont en train de construire un exosquelette avec de la silice, avec des formes magnifiques, extraordinaires. Et là, vous avez une silice qui finalement est purifiée. Elle est déjà pure parce que la biologie est capable de purifier à un point qu'on imagine mal. Un arbre, il sélectionne ce qu'il a dans le sol. Et il est capable d'aller chercher des métallos, des éléments rares sont dans la biologie. Il n'y aurait pas d'éléments rares, il n'y aurait pas de vivants. Donc en fait, ici, on est capable de faire de la silice, et je voudrais par cette occasion également rendre hommage aussi à tout ce domaine qui est autour de ces matériaux formés dans des liquides qu'on appelle la chimie douce, et en particulier toute l'école Clément Sanchez, Jacques Livage, etc., qui ont été beaucoup des inspirateurs dans mon propre travail, mais je voudrais leur rendre hommage. Et puis enfin, où est-ce qu'on peut trouver aussi de la silice ? Dans les organismes, dans les plantes. Dans la paille, il y a de la silice très pure, etc., ce qui fait qu'il y a même des gens qui, à un moment donné, se sont dit pourquoi on ne pourrait pas biosourcer le silicium qui sert à faire des panneaux. Je pense qu'il vaut mieux apprendre à travailler avec du sable d'abord et avec du quartz ensuite. Mais néanmoins, c'est une question importante, on peut faire de la silice ultra pure, pas simplement par chauffage en prenant ce qu'il y a sous nos pieds, mais on pourrait le faire avec des processus biologiques.
Enfin, donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire du silicium, hein? On prend la silice, c'est un semi-conducteur à très grande bande interdite, c'est pratiquement 10 eV, il n'y a guère que l'ultraviolet qui est bloqué, tout le reste passe, c'est pour ça que les vitres sont transparentes. Et finalement, on lui enlève l'oxygène et on lui redonne les électrons. Qu'est-ce qu'on fait? On va passer d'un silicium 4+, à un silicium qu'on appelle 0, et puis regardez ce que ça donne. Ça fait des cailloux. Et ces cailloux, c'est du silicium, on dit métal, même si c'est un semi-conducteur, parce qu'il a la couleur d'un métal. Et vous avez deux types de silicium dont je vais parler. Le silicium métallurgique, qui est ici, c'est un silicium assez impur, à 99% néanmoins. Quand je dis impur, il est quand même pas mal, hein, il n'est pas loin de 100%. Mais l'autre, il faut voir ce que c'est que l'autre. C'est du 99,99,99,99 et on peut aller jusqu'à 11. Et ça, c'est pour vous dire le niveau de pureté qu'il est nécessaire de faire quand on passe de ce 98 à celui qui va nous servir dans l'électronique et dans le photovoltaïque. Et puis finalement, quand on regarde, on voit que les sources de silice, effectivement, on peut choisir des sources de silice qui sont très proches de la pureté maximale. Donc en fait, on va prendre par exemple ici, c'est un sable qui vient de la province de Ghazvin en Iran, donc j'ai trouvé sur une référence qui est ici. En fait, on s'aperçoit qu'on est à 99% de silice, mais à côté de ça, on a vraiment des métaux qui sont très mauvais dans le silicium s'il reste, comme le fer en particulier, le Mg, l'Alu, etc., etc. Et puis finalement, quand on regarde maintenant un sable, néanmoins, on est très bien, on est presque à 99%. Ici, on prend un sable brut. J'ai aussi trouvé ce travail d'une étude qui s'appelle « Élaboration du silicium à partir du sable du désert algérien ». Elle date depuis un certain temps. Ça, c'est un peu mon rêve. Et donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, et j'ai vu des annonces récemment sur des choses qui se font. Et regardez à la fin, 99,99. Donc, vous voyez, alors qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai fait une bêtise. 91, excusez-moi. Le SiO2, il est beaucoup plus bas, sinon il faut prendre ce sable-là. Donc, vous voyez, il y a beaucoup plus de fer, il y a plus de calcium, etc. Donc, il va falloir purifier. Comment fait-on pour purifier? Et bien là, on se reprend aux recettes qu'on a héritées de nos ancêtres de, je ne sais pas à quelle période, les premiers feux. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils faisaient du feu? Ils faisaient des fours fermés et puis ils chauffaient. C'est ce qu'on appelle la pyrométallurgie, les débuts de la pyrométallurgie, où on a commencé à réduire des oxydes de cuivre. Enfin, c'est les plus faciles. On a eu du cuivre qui a coulé et on a eu l'âge de fer, l'âge de cuivre, etc., etc. Et puis l'âge de silicium, il est venu du fait qu'on a été capable, avec des fours électriques, de monter à des températures très élevées, autour de 2000 degrés. Et alors là, ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir que la silice fond très haut. Regardez, c'est pour ça que c'est difficile à faire cette métallurgie. C'est des hauts fourneaux, 1400 degrés. La silice, c'est 1700 pour le silicium, 1400. Et puis le SiC, le carbure de silicium, c'est encore plus. Et regardez la hauteur de ces fourneaux par rapport au monsieur qui est là. C'est de la métallurgie, c'est de la métallurgie comme on en voit pour le fer, comme on en voit, c'est une grosse industrie. Et ça, c'est un point à voir, que le silicium qu'on utilise vient d'une métallurgie ancienne, etc. Et puis regardez un peu les fours qui sont là, et ici, c'est les doigts qui sont à l'intérieur. Et tous ces mouvements de convection dans lesquels on voit que chaque chose a son importance, c'est un peu ce que je vais essayer de vous montrer par la suite, là. Alors maintenant, quelle est la réaction bilan? Parce qu'il faut toujours écrire une réaction bilan. Qui va donner les électrons au silicium pour qu'ils deviennent du silicium métallique? Il faut bien trouver quelqu'un. Ce n'est pas des électrodes dans ce cas, c'est tout simplement le carbone. Si on met ce SiO2 avec du carbone et qu'on chauffe très haut, eh bien finalement, le carbone est capable de réduire le silicium et il attrape l'oxygène. C'est une réaction d'oxydoréduction. Alors voilà la réaction de base, et voilà la réaction qui continue à se projeter, c'est-à-dire que l'oxyde de carbone avec l'oxygène va donner du CO2. Donc on termine en réaction bilan, une mole de silicium va donner 2 moles de CO2, mais néanmoins la réaction de fond est celle-ci. Puis regardez ce qu'on met à l'intérieur, c'est absolument assez impressionnant. On fabrique ça avec du quartz, bien sûr, le plus pur possible, du coke de pétrole, c'est du carbone, charbon bitumineux, des copeaux de bois, vous voyez, il y a des copeaux de bois, il y a des électrodes parce qu'il y a du carbone pour passer le courant, et puis il faut bien sûr beaucoup d'électricité, 12 mégawattheures pour 1 tonne de SI, de pureté 98-99, point très important, je ne rentre pas, c'est extraordinaire, toute la science qu'il y a derrière. Pourquoi on met du carbone? Pourquoi on met des copeaux de bois, d'après vous? Est-ce que quelqu'un a une idée? Pourquoi mettons des copeaux de bois dans... La réponse est très simple. C'est que qu'est-ce qui se passe quand vous réduisez de la silice? Vous produisez quoi de l'autre côté, ici?
Sous quelle forme est le CO? Il est sous forme de gaz. Donc c'est un peu embêtant. Ça chauffe, ça fait des gaz, il faut qu'ils s'évacuent, les gaz. Donc résultat, il faut que votre milieu qui entoure le silicium, ça ressemble un peu aux batteries lithium-ion. Le milieu qui est autour du silicium, il doit être poreux. Pour qu'il y a 5000 mètres cubes de CO, de monoxyde de carbone, qui se dégagent quand on fait une tonne. Il faut les évacuer, les 5000. Vous imaginez ce que ça peut donner à 1700 degrés? Donc, résultat, à force d'essais et à travail, on a réussi à trouver des conditions dans lesquelles ça marche très très bien. Alors ensuite, point important, puisqu'on fait quand même une analyse sur la soutenabilité et tout ce qui est bilan sur le climat, etc. Une tonne de silicium, ça fait 5 mètres cubes de CO, et à la fin, ça fait en gros entre 3 et 4 tonnes de CO2. Le voilà le CO2. Le voilà le CO2 qui compte dans les bilans quand on prend du photovoltaïque. Quand vous avez un panneau qui tourne, qui ne tourne pas d'ailleurs, quand vous avez un panneau, il ne bouge pas, il ne fait pas de CO2. Par contre, chaque kilowattheure que va produire le panneau va avoir eu besoin va avoir dégagé quelque part les tonnes de CO2 pour la purification du silicium. Donc c'est ça qui va rentrer. Je me suis amusé à faire un petit calcul. Il y a des pertes de sciage, on arrive à 600 kg si on prend le sciage, les pertes, et on sait aujourd'hui, Étienne, tu me corriges si je me trompe, 3,6 grammes par watt, c'est ce qu'on a aujourd'hui, à peu près. Bon, mais je sais que c'est ça. C'est descendu de 16 à 3,6. Donc on voit qu'on va faire 166 kW de modules, ce qui fait que si on prend la conversion par an, on va faire environ 180 MWh électriques par an avec ça. Et puis on dit qu'il y a 20 ans, donc vous voyez, c'est simple, on trouve qu'en fait, cette étape-là correspond à peu près à 1 gramme de CO2 par kilowattheure. Donc, dans votre bilan, vous avez 1 gramme qui vient tout simplement du carbone. Alors, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être... Vous voyez, mais ça donne déjà un ordre de grandeur. C'est de l'ordre du gramme. Par contre, quand on regarde les 12 mégawattheures qui sont derrière, alors là, c'est une autre chanson. Si vous prenez de l'électricité, qui est une électricité carbonée, hein, vous mettez du charbon, on est autour de 1000 grammes... d'un kilogramme par kilowattheure. Là, on va reprendre, donc on a 800 grammes de, et là voilà, je fais pour 600 kg, 800 grammes de CO2 par kilowattheure, ça c'est vraiment une électricité très carbonée, donc 9,6 tonnes de CO2, vous voyez, c'est quand même, ça joue un rôle, et en fait, ça, quand on le ramène, ça fait, entre guillemets, que 2,6 grammes par kilowattheure pour cette étape. Donc vous commencez à additionner, et puis à la fin, on fera les comptes pour savoir combien, sur un panneau, combien ça fait. Je peux vous dire tout de suite, ça va monter autour d'entre 20 et 40 grammes par kilowattheure formé. Donc voilà, on a encore un peu de marge. Très important, ce qui est important, c'est que si on additionne, ça fait 3,5 grammes si c'est du charbon, par exemple, ou approche. Et puis si jamais on est avec une électricité décarbonée, qui peut être aussi d'origine renouvelable, donc les panneaux servent à fabriquer des panneaux, où les éoliennes servent à fabriquer des panneaux, vous êtes à 0,9 g de CO2. Donc vous voyez l'intérêt et le point dans cette chose-là. Bon, alors là je vais aller vite, c'est tout simplement des calculs montrant que derrière toutes ces savoir-faire, il y a une science absolument extraordinaire, moi qui me fascine, c'est tout ce qui est métallurgie. Il faut savoir les aciers spéciaux. Pourquoi les Suédois avaient des épées plus solides que les Teutons à un moment donné? C'est parce que tout simplement, quand ils prenaient leur fer, ils avaient des métaux qui viennent en addition et ça solidifiait. Donc en fait, la métallurgie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, on voit qu'il y a des diagrammes qui sont calculés. Vous voyez que par exemple, le SiO2 et le SiC, si on veut contrôler la formation de silicium, eh bien, il faut très très bien contrôler la pression partielle de CO et la pression partielle de CO2. En fait, le silicium, il se balade là, mais si on décale un peu, on va faire du carbure de silicium ou on ne refera pas de SiO2. Donc c'est très important. Et puis là, c'est des diagrammes qu'on appelle d'Ellingham qui montrent qu'il faut chauffer très fort jusqu'à 1700 degrés pour que la réaction se déplace dans le sens de la réduction. Ces diagrammes peuvent être généralisés, hein, on trouve des choses sur tous les métaux. On a beaucoup de chance avec le carbone. Regardez le carbone, finalement, le carbone facilite la réaction à cause de son énergie libre, etc. Et les autres, et ils finissent toujours par croiser les autres. Vous voyez, le SiO2 est ici, donc il faut aller très haut. Regardez l'argent, il suffit de presque rien.
Parce que lui, il s'enlève facilement. Vous voyez, on va retrouver la métallurgie du fer, la métallurgie du cuivre, etc., etc. Donc ces diagrammes sont très importants. Alors une fois qu'on a fait ce silicium métallurgique, on s'aperçoit qu'effectivement, les concentrations qu'il a sont de l'ordre de la partie pour million. Atomique, ça veut dire de 1 atome sur 1 million qui est étranger. Donc vous voyez déjà le niveau de purification qu'on arrive avec le procédé métallurgique. Et puis, étant électrochimiste, je ne peux pas m'empêcher de montrer un diagramme de Pourbet qui est en fait la traduction pour le silicium avec l'électrochimie en réduction pour fabriquer du silicium directement à partir de liquide. Et c'est ce process, quelque part, ce type de process qu'utilise la chimie douce ou les diatomées. Elles ne réduisent pas, mais elles permettent de faire aussi le silicium dans des zones de domaine. Maintenant, on vient sur la question de la production mondiale de 6 métals. Alors, c'est des choses qui sont très intéressantes faites par le BRGM et en particulier Antoine Boubeau, et puis on trouve des références. Regardez ce qui s'est passé. À partir du XXIe siècle, il y a eu une montée très importante de l'utilisation de la fabrication de silicium métallurgique, 3,1 millions de tonnes en 2019, et puis finalement, la plupart de cette augmentation s'est faite en Chine. 71%, le Brésil, 200 kilotonnes, ça veut dire que c'est quand même 200 000 tonnes, hein, c'est pas rien, 200 000 tonnes. La Norvège, 170 000 tonnes. Une des raisons très simples, c'est que la Norvège a l'industrie hydroélectrique. Donc l'électricité, ils ont une électricité, c'est comme quand on fait des centrales près des chutes du Niagara. Les USA, et regardez la France. La France n'est pas loin. La France a une tradition avec Péchinet, avec ça, de travail sur ces métallurgies qui utilisent énormément d'électricité, et évidemment, c'est des zones qui sont basées dans les Alpes, etc. Et les usines en France, on a repris, qui sont opérées, qui sont anciennement Péchinet, électrométallurgie, Ferroglobe. Vous avez ici 5 sites. Je sais qu'il y a des difficultés sur 2 de ces sites, et donc j'espère que les choses vont se régler pour que finalement cette activité essentielle soit maintenue en Europe et en France. Et puis maintenant, on va rentrer plus un peu dans le détail sur la chaîne de transformation. Alors ce type de diagramme, je ne vais pas beaucoup rentrer dans ce type de diagramme, mais ils sont extrêmement intéressants. On les voit beaucoup sur les gens qui font des projections sur le climat, sur l'abaissement du CO2. Néanmoins, ce qui est important, c'est qu'on extrait 4 millions de tonnes d'équivalent silicium dans du quartz. Donc ça fait 8 millions à peu près de tonnes. Et regardez ce qui se passe. Il faut après fabriquer le silicium métal, donc c'est l'étape 2. Après, vous verrez, il faut le transformer en trichlorosilane. Une fois qu'on a le trichlorosilane, il faut faire le silicium, comme je vous l'ai montré au début, le tirage des lingots, la découpe des wafers, le nettoyage des surfaces, les cellules et les modules. Et donc, moi, je vais essayer juste je vais regarder ces étapes-là, et Étienne va beaucoup travailler sur exposer sur les autres. Donc, ce qui est très important, c'est que des 4 millions de tonnes initiales, on sort 3,1 millions de tonnes de silicium, 644 en étape 3 qui vont être formés du trichlorosilane. Alors, une bonne partie part pour les silicones, qui sont du silicium avec de l'organique, tout simplement la silicone que vous mettez dans les salles de bain. C'est du silicium qui est utilisé avec des composants organiques. Vous voyez, c'est beaucoup, c'est énorme. Et la petite branche qui est ici, qui représente environ 17%, regardez, elle part sur du silicium pour faire de l'électronique, 40 kilotonnes. Le solaire polycristallin, le solaire mono, ça donne 479 kilotonnes. Et aujourd'hui, 15% environ, jusqu'à 18%, de ce silicium métallurgique ici est destiné au solaire. Et donc le solaire en 7, alors je suis allé à la fin ici, en fait, le nombre de tonnes a diminué, tout simplement parce qu'il y a des pertes à la découpe. On découpe avec des scies à fil, donc on les réinjecte, mais il y a un circuit assez vertueux ici, où on réinjecte les pertes de découpe dans le circuit ici, pour rattraper. Donc, vous voyez les branches. Vous aurez les transparents, normalement, une semaine après, vous les avez sur le site. Voilà, et puis les échanges, je vais aller très vite. Les échanges, ça c'est aussi les échanges mondiaux, etc. Et puis, quand on regarde la situation en Europe, on regarde en 2020, on se rend compte que finalement, l'Europe, c'est compliqué. Il n'y a pratiquement plus d'industrie. Alors ça, c'est la fabrication de... Où est-ce qu'il est, là-haut, métallurgie grade. Donc c'est le rouge, vous voyez, il y a quelques zones où on fait de métallurgie grade. Il faudrait rajouter aussi en France un petit peu. Et puis la fabrication de polyessie, vous voyez, presque plus rien. Il y a en Allemagne. Et puis en fait, il n'y a pas très peu
de fabrication intégrée, lingots, modules, et en fait, en particulier autour de Photowatt ici. Donc c'est quelque chose qui est... L'industrie existe, elle couvre la chaîne de valeur, mais elle est quand même un peu... Il y a une réflexion à avoir sur ces questions-là. Et puis, il y a une initiative pour justement développer cette industrie, c'est de fabriquer, de faire en sorte d'aller vers des grandes usines, d'aller autour de 10 gigawatts qu'on appelle Green Fab. Donc ça, c'est des projets, vous voyez les soutiens qu'il peut y avoir. Et en fait, on voit aujourd'hui que des projets sont en train de se faire dans le cadre de la réindustrialisation, avec par exemple un projet Meyer-Burger en Suisse de 5 gigawatts. Je sais qu'il y en a en Espagne. Je sais qu'en Italie, entre Enel, le CEA, etc., il y a des technologies hétérojonction. Mais peut-être que poserai avec Étienne après. Voilà, donc, alors là, maintenant, si on regarde ce qui se passe actuellement, c'est l'explosion au niveau... la Chine, il va à fond. Regardez, aujourd'hui, les capacités, c'est des millions, 470 000, c'est énorme, en fait, au niveau des capacités. Et vous voyez, Wacker, qui est européen, reste à l'intérieur. Vous voyez, c'est des usines telles qu'on les imagine. Hein, c'est vraiment de la métallurgie, de la grande métallurgie. Et puis, je voudrais juste vous montrer ici que je suis tombé sur cette communication-là, Clean Technica, qui montre qu'en fait, finalement, regardez, nous sommes là, et regardez ce qui est prévu sur essentiellement des entreprises chinoises. Donc, ils sont en train d'augmenter de façon extrêmement importante les capacités et de façon presque, qui est indiquée d'ailleurs après, à produire pratiquement 1 terawatt de photovoltaïque par an. Et aujourd'hui, à 900, ils disent que si on les utilise à moitié, ou etc., c'est 900 gigawatts. Donc, c'est pour vous donner cet effet de croissance du photovoltaïque qui est en train de se mettre en place. Donc, je vais regarder, en faisant attention au temps, je vais regarder les chaînes de transformation. Cette fois-ci, je vais rentrer dans les détails un peu à la loupe sur les étapes 3 et 4, trichlorosilane et polysilicium. Alors, donc il y a un très bon travail que je vous recommande, qui est en accès, qui est ici, hein, qui est fait au Sandia Laboratory. C'est un très bel exposé, il est vraiment très très bien. Et en fait, il a très bien résumé la chaîne de valeur, comment on faisait maintenant à partir du métallurgique. Là, eh bien, on va le traiter avec de l'acide chlorhydrique, tout simplement. Et on va l'attaquer à l'acide chlorhydrique. Que va-t-il se passer? On va former un composé qui est liquide à basse température et qui est gazeux dès qu'on monte un petit peu. C'est ce qu'on appelle le trichlorosilane. Et si on le faisait avec de l'acide pur, on pourrait aussi faire ce qu'on appelle du SiH4. La semaine prochaine, vous aurez Pere Rocaille Carabocas qui viendra parler de ce silicium amorphe, qui fait du silicium amorphe, mais c'est un intermédiaire gazeux. Et l'intérêt de cet intermédiaire liquide et gazeux, c'est qu'on peut le distiller. Et bingo, on va pouvoir faire de la distillation. Et la distillation, c'est aussi un procédé de la nuit des temps. Voilà, on est tous, on aime bien le cognac, on aime bien ou autre chose, ou des parfums qui sont faits par la distillation, et c'est très puissant pour sélectionner. Et ensuite, ici, en fait, il y a un raffinage, et après, vous avez une cloche qui est impressionnante ici, où on redépose le silicium, et à ce moment-là, on retrouve du silicium extrêmement pur. Et ça, c'est le procédé Wacker dont je vous ai parlé, la grosse usine que je vous ai montrée en Europe, c'est eux. Donc, en fait, on va pouvoir produire donc, toutes ces choses-là, et on va produire du photovoltaïque. Alors, SOG, c'est Solar Grade, donc avec une pureté qui est grande, d'autant plus grande que c'est du monocristal. Et puis vous avez aussi tout celui qui sert pour l'électronique, qui lui a une pureté de 9 à 11 N, donc 11,9, et qui lui est tiré par la méthode Czochralski. Et donc voilà. Et donc j'ai aussi retrouvé les données dans cette publication. Il cite cette valeur, il faudrait que je la vérifie bien, 70 MWh à 120 MWh pour produire une tonne de silicium. Et voilà. Et on revient à de l'électricité, et on se dit, bingo, cette électricité, qu'est-ce qui se passe si elle est carbonée ou si elle ne l'est pas? Donc on commence à voir des choses ici, et on se rend compte que si on est avec une électricité très carbonée, on est à 15-25 grammes de CO2 par kilowattheure, donc on commence à venir vers les 20-30, vous voyez, hein, ce que je vous disais. On voit commencer. Par contre, si votre électricité est décarbonée, ça c'est un poste qui tombe à zéro, vous n'avez pas besoin de carbone. On cherche aujourd'hui à remplacer le carbone du début par de l'hydrogène, par exemple. Mais néanmoins, ce n'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, avec ça, c'est vraiment une partie qui correspond à de l'électricité, donc qui est parfaitement, il est possible de travailler sur la réduction du taux de carbone.
Et puis voilà, c'est toujours... alors comment on fait? Tout simplement à 300 degrés en lit fluidisé, c'est des petites billettes, le lit fluidisé c'est les petites billettes de silicium qu'on met, et puis on met des catalyseurs, et il y a un rendement de 90%. Et donc voilà la petite manip de labo qui est montrée, et puis voilà l'installation industrielle, et la teneur après une bonne distillation ici, puisque la température de vaporisation du trichlorure du SiHCl3 est à 30 degrés, donc en fait, il se distille assez facilement. Donc on arrive, avec ce process, à avoir un gaz ultra pur. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, c'est la magie de la chimie, la magie de la thermodynamique. Ça, alors là, c'est extraordinaire. Vous avez vu les diagrammes où ça bouge, ça descend, ça monte, etc. Ça veut dire qu'à une température, vous faites une réaction, puis vous changez de température, vous faites le contraire de cette réaction. Ce qu'on a vu, c'est que la première réaction, c'est on attaquait du silicium et on fait du SiHCl3, du trichlorosilane, ici, et ça dégage de l'hydrogène. Eh bien, ce qui se passe, c'est que si on chauffe plus haut, à 1150 degrés, c'est le contraire. En fait, on va pouvoir reprendre les mêmes produits, on chauffe et on va redéposer cette fois-ci du silicium où on veut. Mais ça sera du silicium ultra pur parce que la base est ultra pure. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on appelle ça le dépôt chimique en phase vapeur, ça s'appelle la CVD. Les vitesses de dépôt sont lentes, mais ce qu'on a, c'est des grands réacteurs dans lesquels on va pouvoir condenser. Vous voyez, c'est des barres de silicium qui font plusieurs mètres de haut, et puis on va chauffer, et on va déposer sur ces barres le matériau, ce qu'on appelle le polysilicium. Donc ça, c'était les CAP4. Alors ça donne des choses étonnantes. Voilà un peu, encore une fois, le type d'appareillage. Les barres avant, vous voyez, c'est tout fin, et regardez à la fin, ils le laissent pendant plusieurs semaines, et à la fin, ils récupèrent. Ils n'ont plus qu'à casser les bouts, et ils récupèrent le silicium de cette façon. Donc voilà un peu le secret, entre guillemets, il est connu des spécialistes, mais c'est important de voir cette approche-là. Alors, la question qu'on peut se poser, ça c'est des procédés qui datent depuis longtemps, est-ce qu'on peut faire des innovations? Est-ce qu'il y a d'autres procédés? Est-ce qu'il y a des innovations? Est-ce qu'on ne pourrait pas éviter, purifier par une autre méthode que la distillation, l'attaque, etc. On peut se dire, on a quand même du silicium, il est à 98-99%, c'est quand même dommage d'aller le réattaquer, etc. Bon, c'est quand même cette méthode qui fonctionne. Néanmoins, on se dit, il y a peut-être une course aux idées pour dire qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Est-ce qu'on ne pourrait pas partir de silicium métallurgique? Et là, je vais vous prendre un exemple d'innovation qui est un peu, alors je ne sais pas exactement s'il est né en France ou au Japon, etc., mais la France était très important. C'est un procédé qu'on a appelé silicium métallurgique photosile. Puis on s'est dit, finalement, on pourrait éventuellement utiliser, on va faire fondre le silicium métallurgique et on va le faire réagir avec un plasma. Et le plasma, il a une possibilité d'évacuer, d'extraire les impuretés parce qu'elles viennent se mettre en surface. On appelle ça un laitier. Et on peut, donc tout ça, c'est de la métallurgie. Mais voyez, le truc intéressant, c'est que cette fois-ci, on ne repasse plus par le trichlorosilane. On fait un procédé direct. Et effectivement, il y a eu tout un travail qui a été fait, qui a été mené en particulier, c'est l'occasion de le saluer avec son équipe, Jacques Amouroux, à l'école de chimie, mais aussi à l'INES, à Photowatt, etc. C'est une longue histoire. J'ai connu ça il y a quelques années. On s'était passionné pour cette chose-là. Et puis voilà des réacteurs qui ont été faits. Et donc, ça a été au niveau industriel. Après ce procédé est en train de... Je ne sais pas quel est son niveau actuel au niveau innovation, mais voilà un procédé qui montre qu'on peut faire autre chose. Alors, je vous recommande d'aller regarder le film Superphoton pour Maxiwatt, où on avait fait une visite des installations en 2009. Vous voyez, donc ça date un peu. Puis sinon, il y a un bon article de Christian Tracy qui s'est occupé de ça et qui est sur le site des Reflets de la physique, du journal de la Société française de physique. Et puis finalement, on va regarder le tirage des lingots, donc on fait en Francie. Et voilà ce qu'on fait pour faire du monocristal. On n'utilise pas, donc on fait fondre, et puis ensuite on prend un germe et on tourne, et on monte, et on monte, et on monte. Mais on le fait tellement lentement que finalement, il sort sous forme de monocristal. Et regardez, ça donne, alors c'est très haute température, mais ça donne des magnifiques cristaux. Maintenant, on fait des monocristaux qui font presque 2 mètres de long, 30 cm de diamètre, etc. Il y a une science du monocristal. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un effet de purification supplémentaire parce que les impuretés n'entrent pas facilement dans une phase cristalline, ce qu'on appelle un coefficient de partage. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes, c'est que c'est difficile de rentrer des impuretés dans de la glace, parce que la glace rejette, quand elle pousse, elle rejette les impuretés.
Et puis finalement, la méthode qui est la plus intéressante du point de vue coût, c'est le tirage de lingots polycristallins. Donc ça, c'est effectivement quelque chose que vous retrouverez sur ce film. On part des petits cailloux qu'on a cassés de silicium métallurgique. On fait des lingots qui aujourd'hui peuvent aller jusqu'à 1 tonne. Ils sont découpés. Et puis ensuite, voilà la plaquette à la fin du process 7, c'est-à-dire après les traitements de surface. Il faut que je fasse extrêmement attention au temps. Voilà. Voilà. Et puis, alors, on peut se dire, est-ce qu'il y a d'autres innovations qu'on pourrait faire? Alors, vous avez vu, il y a des gens, ils font des cristaux magnifiques. Ils sont très bien. Mais, quelque part, c'est assez coûteux, le procédé. Est-ce qu'on pourrait le changer? Puis il y a d'autres à côté qui sont capables de faire du cast et ils mettent toutes les granules de silicium dans un grand bac, ils chauffent à 1400-1500 degrés et ils laissent refroidir progressivement et ils peuvent reconstruire à ce moment-là une espèce de gros lingot de silicium polycristallin. C'est ça son défaut. L'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas marier les deux mondes? Eh bien, c'est ce qui est fait avec la technologie de ce qu'on appelle monolike ou quasi-mono. En fait, on va décorer le bas de la cuve de cristallisation avec des plaquettes, des germes de silicium monocristallin. On va les décorer. Et on va remonter, on va mettre le bain fondu et on va le remonter très lentement en température. Que va-t-il se passer d'après vous? Eh bien, ça va solidifier, un peu comme les marais salants. Et en fait, on va faire pousser le matériau ici en épitaxie, c'est-à-dire qu'il va venir pousser et il répliquera la forme qui est dessous. Donc en fait, on commence à pouvoir faire quelque chose qui ressemble à un monocristal avec une méthode qui est celle de polycristal. Donc on associe une réduction des coûts et potentiellement un saut en qualité. Et effectivement, quand on regarde les matériaux qui sont faits, vous voyez, ça c'est le polycristal, c'est ce qui se passe quand ça pousse tout seul. Et quand vous le faites pousser sur ça, vous avez quelque chose qui peut être un monocristal. Et actuellement, le monocristal est en train de se développer, en particulier ECM à Grenoble, Photowatt. D'après ce que j'ai lu, c'est 2% du marché. Et alors, par contre, voilà, arrivée du chinois GCL en 2018. Donc, voilà, il n'est pas impossible que ce soit effectivement quelque chose qui soit développé. Donc là, voilà, vous avez aussi la vraie vie de ce domaine. Et puis, enfin, je vais terminer avec alors pourquoi est-ce que j'ai ça là? Je pense que j'ai peut-être fait une bêtise. Oui, alors, si, c'est ça. Je n'ai pas mis un transparent de jonction comme je fais souvent. En fait, maintenant, on va se poser la question de la globalité. Je vous ai donné 2 étapes où j'ai décomposé quelque part. On est capable de comprendre d'où vient le CO2. Avec les étapes 1 à 3, on peut rajouter, vous voyez, je vous ai donné. Néanmoins, quand un matériau est fait, il n'y a pas que simplement le matériau. Il y a l'aluminium des cadres, il y a le verre, il y a le transport, il y a tout ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie. C'est-à-dire qu'on va essayer de reprendre l'ensemble de la technologie. Par exemple, on peut se dire, quel est le bilan carbone? Alors, il y a des gens qui ont fait ça très bien. Cette montre, pour la faire, combien de CO2 a été dégagé? Combien de litres d'eau on a utilisé? Combien de gaz un peu toxiques on a renvoyé? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. Et ce qui est important de le faire, c'est de le faire cette fois-ci avec toutes les composantes. Donc il va falloir tout décomposer. Et il y a un article assez intéressant, je n'ai pas complètement lu, mais qui est voilà, A Comparative Life Cycle Assessment of Silicon Technology, Impact of Module Design, Manufacturing Location and Inventory. Et c'est vraiment une étude très complète en 2021, donc faite au Fraunhofer en Allemagne, qui, elle, voyez, regardez ce qu'ils prennent en compte. Ils vont jusqu'à la fin, ils incluent le transport, le mix électrique, la chaleur, etc. Et vous retrouvez toutes les étapes dont je vous ai parlé, avec certaines d'entre elles aussi que prend en compte Étienne, et qui sont sur la cellule. Et vous voyez qu'ensuite, il manque ici ce qu'on appelle le BOS, c'est le Balance of System. C'est-à-dire qu'un module, il ne fonctionne pas tout seul. Vous pouvez prendre un module, il faut le mettre sur des cadres, il faut lui mettre des onduleurs, etc. Et on appelle ça le système complet. Et la balance of system, ça veut dire qu'est-ce qui est nécessaire pour compléter, pour arriver à un système qui fonctionne. Et donc vous avez ensuite, et puis end of life, vous voyez, end of life, c'est le recyclage. Donc voilà ce type d'études. J'avais commencé à mettre des tableaux qui étaient à l'intérieur, mais ce qui est extrêmement intéressant,
c'est que de façon avec une démarche très rigoureuse, enfin une démarche suivie, ils arrivent à faire des indicateurs, vous voyez, climate change, ozone déplétion, etc. Donc vous voyez le nombre de critères sur lesquels ils travaillent, et ils travaillent en fonction de la nature, de l'endroit où c'est produit, etc. Ils considèrent la Chine, ils considèrent l'Europe, etc. Ils considèrent aussi des modules vert-vert, c'est-à-dire qu'il y en a devant et à l'arrière. Et ça, c'est des choses qui sont importantes pour la chose. Alors, voilà la situation en termes de bilan carbone de leur figure 7, je crois. Et en fait, là, ils font ce qu'on a commencé à faire avec les mains, qui est le nombre de grammes équivalent par kilowattheure. Et puis, ils disent toutes les méthodes. Vous voyez, la légende, elle est bien précise avec le facteur. Et donc, ils arrivent à une situation où ils comparent les différents pays. Et vous voyez que la Chine est à 30 équivalents kilowattheures actuellement, parce que la Chine fera peut-être une décarbonée aussi en production, hein, pas obligé de faire avec du charbon. Regardez la Chine, et puis vous regardez, eh bien, si on descend au niveau de l'Europe, on trouve de l'ordre de 13. Maintenant, dans la littérature, ce que vous trouvez, ce qui est accepté, c'est autour de 20 jusqu'à 42. Bien sûr, ça dépend de la localisation. Quand vous avez un panneau solaire qui fonctionne dans des endroits où il y a moins de soleil, c'est évident qu'il produit moins d'énergie, donc son bilan carbone sur 20 ans est plus faible. Donc tout ça, c'est à voir, mais c'est pour vous donner un peu qu'avec les mains, on retrouve un peu ce que je vous ai donné, et ça rajoute des composantes, mais c'est pas... Voilà, et ça, c'est quelque chose qui fait l'objet d'études approfondies. Et il y en a énormément d'articles. Hein. Si vous tapez Life Cycle Analysis, il y en a plein. Alors, on peut s'intéresser à autre chose que le silicium, et on le verra pour l'indium dans le prochain cours probablement. Mais en fait, quand vous avez un cellule solaire, vous avez aussi de l'argent, vous avez du bismuth, un peu d'indium. Donc en fait, ça, c'est des éléments qui comptent. Le silicium est abondant, mais si vous lui mettez dessus quelque chose qui l'est moins, il va falloir faire l'analyse de cycle-vie de l'ensemble de la chaîne et des composants. Donc voilà un type d'études qu'on a qui sont très intéressantes aussi. Ça, c'est des études qui sont récentes, hein, 2021. Et puis enfin, le recyclage. Alors le cyclage, c'est important. Je me suis exprimé récemment en disant que le cyclage, qu'est-ce que c'est un panneau solaire? C'est du plaque de verre avec du silicium qui est la base de la silice, et puis une feuille derrière de comment dire, une feuille de plastique ou un autre truc de verre. Donc leur cyclage ne pose pas plus de problèmes. Pensez que l'industrie du verre de vitre et des doubles vitrages est bien supérieure, c'est des millions de tonnes, 120 millions de tonnes, je crois, de production de verre. Vous voyez que l'industrie du solaire, elle est encore bien loin de l'industrie du verre, d'un certain point de vue. Donc, mais le recyclage ne pose pas plus de problèmes. Par contre, il faut s'en donner les moyens. Et il y a aujourd'hui des initiatives et des groupes, des clubs qu'on fait, je pense PV Cycle ici, qui travaillent sur les recyclages de tout le PV Cycle. En France, il s'est transformé, PV Cycle France est devenu Soren, et là, vous pouvez y aller, vous verrez un peu les procédures qui sont mises et tout, pour recycler non seulement la matière, pas simplement la broyant, mais de récupérer le cuivre, de récupérer l'argent et de récupérer le silicium. Parce que si vous récupérez les plaquettes de silicium, vous économisez le CO2 qu'il a fallu faire pour le préparer, vous les grattez, vous les remettez dans le bain à l'étape 2 ou 3. Et puis aussi, donc je remercie également ces types d'études qu'on fait à l'IPVF aujourd'hui, avec en particulier la division Total Energy, notamment sur les end of life. Donc en fait, là, on travaille sur la génération suivante, qui est les tandems silicium-perovskite. Vous voyez que la recherche est très active, et c'est un travail qui date de novembre 2021. Et puis enfin, ça vient juste de sortir, je l'ai eu hier, vous voyez, en faisant un petit peu la veille j'ai lu hier, regardez. C'est un PV Magazine, c'est un des plus grands journaux du domaine du point de vue professionnel. Acteur de la semaine, Rothschild Solar lance l'industrie de technologie de recyclage. C'est une industrie en France. En fait, il y a déjà un pôle très fort qui est en train de se mettre en place avec Veolia à Rousset, qui récupère les panneaux et qui commence à retravailler sur le recyclage. Mais c'est pour vous montrer que ce domaine du recyclage et tout, qui va être de plus en plus important, est en fait actuellement en train d'être pris en compte. Et il y a de l'innovation potentiellement à faire dedans. Voilà. Et puis le dernier point, c'est mon dernier transparent, c'est en fait, moi j'ai lu des livres où j'ai entendu, et j'en parle un peu là, où on présente le silicium comme étant un élément rare. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Voilà, on dit c'est un élément rare, etc. Vous faites une discussion sur le solaire, très souvent, vous aurez avec des amis, des proches, etc. Ils vont dire, mais attendez, on ne sait pas recycler, et puis c'est rare.
Et donc, en fait, donc, je prends le livre de Anne Lauvergeon ou le livre de Guillaume Pitron, qui sont très bien. Le livre sur les métaux rares, ça existe et il faut se préoccuper, mais néanmoins, on ne peut pas dire que le silicium est rare. C'est la première chose. Mais c'est quand même un matériau critique. Abondant ne veut pas dire qu'il n'est pas critique. Et donc, il y a des études. Qu'est-ce qu'on appelle la criticité? La criticité, c'est quelque chose qui peut être abondant, mais qu'on n'a pas, dont on a absolument besoin, mais on ne maîtrise pas ni les flux ni rien, et on est trop dépendant. Et la criticité, ça s'analyse par des critères. Donc voilà ici les analyses de criticité du BRGM. Et puis il y a aussi une étude complète, d'ailleurs elle est souvent citée parce que l'Europe considère le silicium comme critique. Mais pas le silicium, c'est le silicium métallurgique ou plus encore le silicium ultra pur qui sert dans les composants électroniques. Donc c'est très important quand on fait une analyse de cycle de vie et de criticité de voir que ça peut être une forme spéciale qui est importante. Le graphite, par exemple, y est, mais il y est parce que c'est du graphite naturel, etc., alors que le carbone est abondant. Donc il faut être très précis dans ce qu'on fait, et ce qui est important dans l'étude, on voit ici le criticité, elle n'est pas énorme, vous voyez, on est loin du rouge, et l'économique importance, le silicium est essentiel à différentes industries. Voilà, essentiellement d'ailleurs il va beaucoup plus dans la métallurgie de l'aluminium. Et puis si on prend les risques qui existent, c'est le supply risk, c'est les risques d'approvisionnement. La France a assez de ressources de quartz de haute pureté. Il y a un leader global, donc on en a un petit peu parlé. Et puis le warning un petit peu, c'est le point d'attention, du silicium solaire et électronique ne sont pas produits en France. Donc il y a quand même, vous voyez, et on retrouve cette notion de comment on fait en Europe pour garder un peu ce niveau de compétence dans l'industrie. Voilà, j'ai terminé, j'étais un tout petit peu long. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Gardez quelques questions pour la fin, si vous voulez, après que Étienne soit passé. Merci.